Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Soyons honnêtes. Qui aime attendre? Qui est 100% patient devant les difficultés et voit les obstacles de façon zen à tout moment? Personne. Je dois l'admettre, moi, la patience, ce n'est pas ma plus grande qualité. Heureusement, rassurez-vous, j'en ai d'autres, mais c'est vraiment chez moi un travail au quotidien. Bon, vous allez dire, tu as fait 3 enfants? Ben oui, je pense que j'ai fait ce choix-là afin de développer ma patience au quotidien, puis je vous dirais que j'y arrive de mieux en mieux. Comment? Eh bien, j'ai mis en place des stratégies et surtout, j'ai diminué mes attentes. Souvent, l'impatience, ça vient aussi beaucoup d'un sentiment de ne pas avoir accompli quelque chose ou d'arriver déjà avec nos enfants avec un niveau de fatigue qui est très grand. Mais parfois, ça fait aussi partie de la vie. Devoir cuisiner lorsqu'on a les mains pleines après une grande journée de travail, c'est ça aussi notre quotidien en tant que parents. Donc, j'ai voulu savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour développer la patience chez nos enfants. Dans quel état d'esprit, nous, on peut se mettre en tant que parents, mais aussi jusqu'où on peut leur demander de tolérer un certain laps de temps de patience versus leur maturité cérébrale. J'en discute avec Stéphanie Deslauriers et Sarah Hamel, 2 psychoéducatrices très pétillantes, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames, bien heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de patience. Partons de la base, OK? Mise en situation, j'ai les mains pleines, il est 17h15, je suis en train de cuisiner le souper. Mon plus jeune veut un verre de lait. Je veux un verre de lait, je veux un verre de lait. C'est toujours trop long d'attendre le verre de lait. C'est une impatience et ils sont assoiffés. Comment on fait pour leur expliquer « Je suis occupée, peux-tu patienter quelques instants, même si ça génère la colère du siècle? » Quelle devrait être notre attitude de parents dans un contexte comme ça? Encore une fois, je vais être plate, mais ça dépend. Parce que ça dépend de l'âge de l'enfant. Tu sais, tolérer un délai d'attente, ça demande beaucoup d'autocontrôle. Puis, ça va dépendre, oui, de l'âge de l'enfant, mais ça va dépendre aussi de la situation, de l'importance de la situation. L'enfant, s'il ne t'a pas vu de la journée, là, puis que là, ta chaudière affective est à sec, là, elle est vide, 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 vide. Là. Il s'est ennuyé de toi, puis là, il a besoin de ton attention. Ça se peut que, dans le fond, le verre de lait, là, c'est un prétexte pour avoir ton attention. C'est pas vraiment ça, le cheval de bataille. Il a besoin de connecter avec toi. Puis t'aurais beau lui donner le verre de lait, là, ben 2 secondes, il va revenir te voir parce que là, il veut te montrer son dessin ou parce qu'il veut ci ou il va trouver le moyen de rester dans la connexion avec toi. Fait que avant de parler de tolérer un délai d'attente, je trouve que c'est intéressant d'aller voir en dessous, là, c'est pourquoi l'enfant, il nous sollicite comme ça d'abord. Puis ce que j'aime, Sarah, dans ce que tu dis, c'est que moi, j'aime bien l'expliquer aussi par l'image d'un besoin euh, comparativement à un désir. Puis tu le nommes très bien. Tu sais, le besoin, est-ce que c'est un besoin de connexion, un besoin affectif, un besoin d'attention? Est-ce que c'est un besoin de hey, ça fait 3h30 que je joue au soccer dehors à 40 degrés? Fait que peut-être que le verre de lait ou la bouteille d'eau, mais là, on est vraiment dans un besoin physiologique de hey, là, je ne me peux plus, j'ai soif. Ou bien, ben non, mais je veux un verre de jus pour mon plaisir personnel. Mais là, on n'est pas dans un besoin, là, c'est un désir. Ou, tu sais, là, c'était le verre de lait, le verre de jus. Ça peut être, je veux telle collation. Ben, mon minou, c'est parce qu'on mange dans 15 minutes, je sais que tu as très faim. Peut-être qu'en attendant, il y a des crudités sur la table, il y a des petits morceaux de fromage. Je peux répondre à ton besoin de faim de cette manière-là, de manière adéquate, mais ta collation sucrée que tu veux ou le bonbon, le biscuit au chocolat, peut-être pas tout de suite. T'sais. Fait que ça peut être une belle façon aussi de voir les deux. Puis j'avais lu quelque part quelque chose de super peut-être un peu plus philosophique, mais que je trouve intéressant aussi. La patience, c'est pas juste la capacité à attendre, c'est l'attitude qu'on adopte pendant l'attente. Parce que je peux être en train d'attendre, mais piaffer l'impatience, puis soupirer, puis taper du pied, puis gosser, mais j'attends.
Mhm. Et je peux aussi, puis ça, encore une fois, c'est comme nous, comme parents, c'est quoi le modèle qu'on offre. Bon, je sais que tu as hâte de jouer avec moi, mais regarde, en ce moment, je suis toute seule avec toi à la maison. Je suis en train de faire le souper. Je peux pas venir finir le casse-tête avec toi, tu sais, ou je peux pas venir voir le dessin que tu as fait coller dans ta chambre pour l'instant. Tu sais, est-ce que tu veux, tiens, prends la tablette, prends-la en photo, montre-moi là. Tu sais, de un, on peut trouver une situation alternative. De deux, on peut justement donner un délai. Gars, il me reste 5 minutes. Après ça, je vais pouvoir venir. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu peux faire pour tolérer le délai d'attente pour que ça soit moins désagréable, voire plus agréable? Ça peut être des stratégies aussi intéressantes. C'est ça, d'occuper l'enfant, parce que, tu sais, même nous, on trouve attendre, c'est plate. C'est long, puis c'est plate, attendre. Il y a personne qui trouve ça le fun, attendre. Mais si tu t'occupes pendant, mettons, tu es dans une salle d'attente, mais que tu as un bon livre, ou que là, il y a des magazines là, de vedettes, puis là, tu regardes ça, puis ça fait passer le temps, bien, c'est moins plate attendre. Fait que si tu enseignes à ton enfant de dans ces moments-là, ça va être plus facile. Ou tu lui donnes un défi, tu lui donnes une petite mission là, pour qu'il soit capable de tolérer ce délai d'attente-là. C'est sûr qu'on pourrait embarquer dans le fait que c'est important aussi que les enfants s'emmerdent puis qu'ils apprennent à trouver leur propre stratégie. Là. Mais des fois, il y a des moments où tu as les deux mains dans le poulet cru puis tu veux juste comme avoir la paix puis que ça se gère facilement. Fait que dans ce temps-là, ça peut être une bonne solution de proposer quelque chose à l'enfant là, puis de l'enligner sur un projet, quelque chose, où il dit, va chercher tes bonhommes, là. Moi, je me suis ennuyée de toi aujourd'hui. On ne s'est pas vu beaucoup, là. Va chercher tes bonhommes, viens t'installer à l'îlot pendant que moi, je coupe mes carottes. On va passer du temps ensemble, ça va être le fun, tu sais. Ça va être ça. Là, ça va répondre à son besoin affectif. Et ça puis même Sarah... Oui, vas-y. J'allais dire, en lien avec ce que Sarah me met, tout dépendant de l'âge de notre enfant aussi, mais est-ce que ça peut être possible? On parle l'exemple du souper, mais de dire, viens m'aider aussi à couper les carottes. Ouais. Moi, je sais que ma toute petite, j'ai acheté des petits couteaux adaptés à son âge avec une petite table, une petite planche à découper. Donc, à la limite, si ton besoin, c'est le besoin de connecter, de passer du temps avec moi, viens t'installer. Sinon, effectivement, tes petits bonhommes, mais là, Lilo, sur la table de la salle à manger, où est-ce que je te vois, puis que je peux t'entendre jouer, puis qu'on est à proximité. Donc, il y a des façons de faire. Puis Sarah le nomme bien. Tous les moments du quotidien ne sont pas propices à faire des grands apprentissages dans la vie. Oui. Hein? Des fois, tu le nommes, on est dans le jus, dans le jus de poulet cru. Fait que là, ça va être OK, on va t'occuper. Mais oui, c'est vrai, puis tu le nommais si bien, Sarah, à d'autres moments, on veut aussi apprendre à notre enfant que c'est correct de tolérer l'ennui. Mais, encore une fois, j'ai envie de nous ramener, nous, comme adultes, quelle est notre relation à l'ennui? Tu sais, quand vous vous ennuyez, là, moi, je suis sur mon sel. Je m'ennuie, m'allez voir sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe de bon? On allume la télé. Oui! J'ai pas beaucoup de moments où je fais juste vivre l'ennui. Fait que peut-être, ce sera mon défi, ça, cette année. Mais pour être ce modèle-là aussi pour ma fille, je pense qu'il faut se ramener à ça. Mais justement, là, j'ai pris des notes, je vous écoutais parce que ça m'a amené quelques petites pistes. Premièrement, on a parlé de la tolérance à l'attente. OK? Dans le balado, justement, on parle beaucoup de petite enfance, de 18 mois, 2 ans jusqu'à 5 ans. Qu'est-ce qui, selon la maturité cérébrale de notre enfant, est logique de s'attendre? Tu sais, on se dit souvent, c'est aux parents à modifier sa vision, tout ça, OK. Mais physiologiquement, on peut attendre quoi de notre enfant? Parce que souvent, on dit, ce sera pas long. Mais 15 minutes, ça peut être une éternité pour un enfant. On pourrait s'attendre à quoi à peu près? Bien, je pense que comme Stéphanie disait, ça dépend du besoin ou du désir. Si comme dans l'exemple de Stéphanie, l'enfant, il est assoiffé, il vient de faire 3 heures de soccer à 40 degrés, il va avoir de la misère à attendre. Ça se peut, là. Ou comme dans mon exemple, si l'enfant ne t'a pas vu de la journée, il n'a pas eu le temps de connecter avec toi, il ne sera pas capable d'attendre. Il veut connecter tout de suite. Fait que ça dépend beaucoup des circonstances. Fait que dans ce temps-là, c'est d'adapter le niveau de difficulté à la situation puis aux compétences de l'enfant, de le rassurer. Moi, ce que je trouve qui est très efficace, c'est d'avoir un code secret. Un thumbs up, un clin d'œil, un waggle, n'importe quoi, OK? Là, c'est pour ceux qui sont dans l'audio, ils ne voient pas, là, mais je fais comme un signe de surfer, là. Bon.
peu importe le code secret que tu fais, ça, c'est un code qui va être établi entre ton enfant et toi, puis qui veut dire « je t'oublie pas ». Fait que tu es au téléphone avec la madame de la banque, là, c'est super important, tu as besoin d'être concentré, mais tu vas faire le petit clin d'œil, le petit thumbs up, le petit code secret à ton enfant, puis ça va lui rappeler que « je t'oublie pas ». Je le sais que tu as quelque chose à me dire d'important. Je le sais que c'est important pour toi. Puis inquiète-toi pas, je t'oublie pas. Fait que des petits check-ups de code secret, de même, là, plusieurs fois pendant le temps d'attente, ça va le sécuriser. Parce que l'enfant, là, si tu le sécurises pas par rapport à ça, là, lui, il pense qu'il est en train de disparaître. Il pense que tu le vois. Là, il est en train de s'effacer là, de ton imaginaire. Là, puis là, c'est full insécurisant. Fait que là, il va venir tirer sur ton chandail. Oui, mais justement, ça m'allume sur quelque chose. Tu me dis, on ne t'oublie pas. Parce que, bon, je dois l'admettre, combien de fois, donne-moi 2 minutes, j'y vais. Là. Puis là, on voit qu'ils se sont trouvés un jouet et qu'ils font d'autres choses. Fait qu'on est comme, oh, je n'irai pas le déranger, il est occupé, je vais juste finir le souper. Mais en même temps, le fait de ne jamais y retourner, est-ce que justement, ça peut venir créer une certaine insécurité? Maman m'a dit qu'elle viendrait, elle vient pas. Ou au moins, peut-être le laisser jouer, laisser passer le temps, finir notre urgence. Mais après, même s'il a l'air de l'avoir oublié, juste dire, tantôt, tu m'avais demandé ça. Est-ce que c'est réglé? Est-ce que c'est important? Ou on fait le mort? Moi, je ferais pas le mort. Moi, justement, je validerais parce que, tu sais, déjà, apprendre la conception du temps, hein, le temps subjectif, c'est pas facile à acquérir ça chez l'humain. Même nous, comme adultes, quand on a du plaisir, hey, le temps passe vite, quand on s'emmerde, et maudit que c'est long, tu sais. Alors, pour les enfants, c'est encore plus vrai. Fait que quand on dit, maman va être avec toi dans 2 minutes, puis que, oups, nous, des fois, on l'oublie, ou notre enfant, justement, il est en train de faire de quoi, puis là, oups, on est comme en train de... Hey, c'était pas 2 minutes, c'était une demi-heure. Tu sais, fait que c'était longue, ta minute, tes 2 minutes étaient longues. Alors, c'est important de rester dans cette cohérence-là. Ou même chose, des fois, ma fille qui, je lui débarque sa tablette, OK, tu as le droit pour tant de temps. Mais là, des fois, je suis en train de faire mon lavage, le ci, le ça. Puis moi, ce que je fais pour m'aider à y penser, et je le dis à ma fille, je vais mettre la minuterie. Alors, tu as 15 minutes, par exemple, 20 minutes, puis quand ça va sonner, ça veut dire que c'est terminé. Fait que nous-mêmes, si on est occupé à autre chose, puis qu'on oublie, puis qu'on n'a pas vu le temps passer, en notre temps subjectif, bien, nous aussi, ça nous ramène à « Oh, hey, ça sonne! Ben oui, ça fait 15 minutes. » Et on les aide. Oui, tu sais, hey, déjà, ça a passé vite parce que tu as eu du plaisir et tout ça, mais tu sais, ça les aide à mieux gérer la frustration de devoir arrêter quelque chose d'agréable, par exemple, dans ce cas-ci, dans l'exemple de la tablette. Et ça peut les aider au niveau, c'est ça, de la gestion puis de la compréhension du temps. Oui, je comprends bien, mais justement, la fameuse tablette ou la télévision, 2 choses qu'on a tendance peut-être un peu à diaboliser ces temps-ci. Je suis tout à fait, je comprends très bien le fait qu'il faut qu'il y ait un cadre, puis de la gestion de tout ça, je le comprends. Par contre, on le dit, on a été élevés dans les années 80. Moi, personnellement, le Canal Famille a fait du feu chez nous. On l'écoutait parfois plusieurs heures par jour, je dois l'admettre. Et au final, je trouve que je m'en sors pas si mal, tu sais. Mais ma question est, tantôt, lorsqu'on disait, on a les 2 mains dans le poulet cru, est-ce que, en amont, là, on le sait qu'il faut préparer le souper, qu'on est un peu en retard, qu'il est un peu tard, qu'ils ont faim, est-ce qu'on se dit, garde, d'emblée, proposons le privilège de la télé, proposons le privilège de la tablette pour ne pas laisser monter l'impatience, ou à l'inverse, encore là, on les laisse essayer de s'amuser, mais là, il est fort probable que lorsqu'on a les 2 mains dans le poulet cru, il arrive à côté de nous, « Maman, c'est long, puis là, on va dire, « Ah, ben prends-la donc, la tablette », puis qu'on peut avoir l'impression de céder à l'impatience. C'est intéressant ce que tu nommes, puis il y a 2 points, en fait, que je trouve importants de soulever, puis je suis moi-même en réflexion là-dessus, hein. Je n'ai pas la science infuse, on est dans cette ère-là d'hyper-connexion puis d'écran partout, même si effectivement, moi, je suis pas mal été élevée par la gang de Radio Enfer puis de Télépirate et de Watatata. Et un peu des Simpsons. Oh, ça fait une personnalité intéressante. Mais c'est de voir, en fait, est-ce qu'on peut se calmer le pompon un peu, ces écrans? C'est de justement arrêtons de démoniser. Surtout que ça fait comme 2 ans qu'on est en pandémie. On peut-tu se sacrer une petite patience, s'il vous plaît, et relativiser? De 2,
Par rapport aux écrans, je me questionne, je fais le parallèle avec l'alimentation, où est-ce que de plus en plus, on parle plus d'aliments bonbons, de sucreries, c'est de nommer l'aliment tel qu'il est, puis que tous les aliments deviennent des aliments neutres. Donc, ton biscuit au chocolat peut être au centre de la table avec ton petit pâté chinois, des petites carottes, tu sais, puis l'enfant peut le manger dans l'ordre qu'il veut. Un peu la même affaire, mettons, avec, puis je suis coupable, là, bon, la tablette ou la télé ou tout ça, qu'on l'utilise comme activité récompense, alors qu'en théorie, je pense que ça devrait être comme une activité neutre, où est-ce que l'écran n'a pas un statut genre de demi-dieu. Ceci étant dit, avec ma 3 ans et demi, est-ce que ça m'arrive le matin de lui dire, écoute, là, c'est la routine. Quand tu as terminé, là, quand la routine se passe bien, tu le sais que tu as le droit d'avoir du temps sur la tablette. Mais ça, c'est juste d'y aller avec le bon vieux dès que tu seras habillé, tu pourras faire. C'est pas nécessairement une récompense, c'est plus comme une logique des événements. Moi, je suis ton avis, Meggy, tu sais, que quand, à un moment donné, il faut choisir nos batailles. Il faut se dire, là, présentement, à l'heure actuelle, pendant que j'ai les mains dans le poulet cru, est-ce que mon objectif, c'est que mon enfant développe des habiletés cognitives, motricité fine, est-ce que je veux donc bien faire du bricolage en ce moment, ou je veux juste avoir la paix, je veux que tout se passe bien, puis que les enfants ne se chicanent pas, puis que... pas mettre de la salmonelle potentielle partout, tu sais. C'est ça. Je ne veux pas tomber dans les interventions, dans la surintervention, dans le négatif, puis tout ça. Fait que je vais mettre je vais mettre toutes les stratégies gagnantes pour qu'on passe une demi-heure. Positive pour tout le monde. Les enfants sont tranquilles, sont contents. Moi, je fais mes affaires. J'ai pas à me soucier de leur sécurité puis de leur chicane puis tout ça. Fait que moi, je suis contente. Tout le monde est heureux puis après, on va se retrouver puis on va en faire de la pâte à modeler. Puis j'ai envie de dire, les filles, en plus, quand on parle, mettons, de faire le souper, qu'on est nos tout petits, mettons, là, la grande majorité fréquente un milieu de garde. Fait que toute la journée, pour un milieu de garde comme nous, aller au travail, dans le sens où leur job aux enfants, c'est de jouer et d'apprendre dans le jeu. Et dans le jeu, on apprend la patience, le tour de rôle. On apprend que moi, je veux parler à mon éducatrice, mais il y a les 8 autres enfants aussi, il faut que j'attende. Je voulais les ciseaux puis la colle, mais là, toutes les paires de ciseaux sont prises, il n'y en a plus pour moi. Il y a du bruit. Ils passent leur journée à travailler leur patience, à gérer des frustrations. Fait que ça se peut-tu qu'à la maison, là, quand ils reviennent, pendant que nous, on prépare le souper en prenant un petit verre de vin, en écoutant notre émission de radio ou en buvant whatever ce qu'on a envie de boire, ils ont-tu le droit d'être effoirés devant la TV puis que comme c'est correct? Ouais. Moi, je vote pour ça. Qu'on arrive aussi à table avec une meilleure attitude, parce qu'on s'entend aussi que si l'impatience est déjà à son comble pour le parent qui a la tâche, parce que oui, cuisiner, c'est le fun, mais cuisiner un mardi entre 5h05 et 5h15, c'est pas nécessairement ce que j'appelle être foodies et être heureux comme un samedi soir, hein? C'est autre chose. Et l'enfant, comme on disait, qui a été stimulé toute la journée, qui est épuisé, qui arrive à la maison, puis là, les deux, on est comme ça. Est-ce que, justement, c'est le temps d'intégrer? Je laisse la réponse aux parents qui nous écoutent, mais chez moi, j'avoue, je l'admets, j'ai dû lâcher prise là-dessus parce que c'est pas nécessairement évident. Mais je reviens encore avec une idée, puis moi, c'est un terme que j'entends beaucoup, puis c'est un sujet de discussion avec mon chum, puis je trouve que c'est en lien avec la patience. Céder à l'enfant. C'est comme, quand j'étais jeune, on appelait ça des caprices. Tu sais, il y a des caprices, lui, il y a des caprices. Bon, encore là, on prend une situation, par exemple, justement, la tablette. L'enfant demande pour avoir la tablette, mais il ne demande pas nécessairement de la bonne façon parce qu'il est impatient, on a un petit coup de talon. Tu sais, on sent qu'il y a un peu d'agressivité. C'est sûr que on peut essayer de lui demander au moins de le demander autrement, tu sais, de revoir l'approche. Mais est-ce que, justement, une fois que l'impatience est présente et qu'on la sent, le fait que, comme parents, on arrête de, entre guillemets, de confronter et qu'on cède, qu'on dise oui, prends-la, puis on en rediscute. Est-ce qu'on a gâché l'affaire? Est-ce qu'on a cédé, justement? Est-ce que c'était... Comment on devrait réagir? Sarah, tu veux-tu y aller? Les deux, on veut parler. Vas-y, Sarah. Je vais parler pour moi. Moi, dans ce contexte-là, il y a deux façons de le voir, là. Il y a tu peux dire
OK, vas-y, prends-le, la tablette, là, t'as gagné, là. Puis là, ben, effectivement, c'est l'enfant qui a décidé. Ou tu peux dire, ben, tu sais quoi? Je t'autorise un 15 minutes de tablette de plus. Là, à ce moment-là, tu demeures le parent qui est leader, le parent qui est en charge, là, qui prend les décisions, puis qui mène le bateau. Là. Le capitaine de bateau, c'est toi. Fait que ça, c'est une attitude qui est sécurisante. Un parent qui abandonne tout le temps ses interventions en cours de route, qui fait demi-tour, ben ça, c'est pas sécurisant. Ça, c'est un parent avec qui on sait jamais à quoi s'attendre. Puis, c'est pas d'aider ton enfant de faire ça. Fait que je sais pas ce que tu en penses, Stéphanie, mais on le voit souvent. Mettons, l'enfant qui va demander un popsicle pour déjeuner, là, ben, ça se peut que tu dises, ben non, tu n'auras pas de popsicle pour déjeuner. Puis, tu sais, ça va générer une grosse émotion. Il va avoir de la peine, mais on va l'accompagner dans son émotion, tout simplement. On va gérer ça avec lui. On va l'accompagner pour gérer la frustration. On va le valider. C'est vrai que c'est plate de ne pas avoir le popsicle, mais tu pourras l'avoir tantôt. T'sais. Fait que c'est vrai, il y a un délai d'attente. Lui, il le voudrait tout de suite. Il ne veut pas tantôt. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Fait qu'on l'accompagne dans l'émotion. Steph, ça allait dire. Mais tellement. Puis, tu sais, je pense que j'aime bien ce que tu nommes, puis je le fais moi aussi, tu sais. Puis, en fait, la réflexion qui m'est passée par la tête, c'est que on veut élever des enfants qui ont un esprit critique, qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes, qui sont capables d'en prendre puis d'en laisser. Mais sauf que quand on les élève, ben c'est ça aussi. Tu sais, fait que ça se peut que des fois, ton enfant te fasse une demande. Au début, tu dis non, puis que finalement, tu accèdes à sa demande parce que tu sais quoi? Tu as raison. J'y ai pensé. J'ai réfléchi, je change d'idée. Ça se peut dans la vie changer d'idée. Ça se peut que tu m'aies convaincu. Tu sais, puis souvent, ah oui, l'enfant qui argumente, puis l'enfant qui fait ci, puis l'enfant qui fait ça. Ouais, tu sais quoi? Moi, j'étais une enfant qui argumentait. J'étais ce qu'on appelle en anglais une strong-willed child. Hey, ça donne des beaux adultes qui ont de la drive. Tu comprends? Ouais. Il y a ça aussi de dire, ben, c'est pas tout négatif. Puis comment est-ce que, ben, finalement, ça peut amener mon enfant à faire, ben, écoute, ben oui, t'as raison. Tu m'as nommé des bonnes raisons, puis je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, ce que je dis à mes clientes, c'est je dis, tu veux que ton enfant, quand il va être adulte, là, qu'il demande son augmentation de salaire à son boss, sa troisième semaine de vacances. Tu veux qu'il soit capable de s'affirmer. Tu veux qu'il soit capable de dire dans sa relation à son partenaire, moi, j'accepte pas ça quand tu agis comme ça avec moi. Tu veux qu'il puisse s'affirmer. Mais si tu écoutes toujours l'herbe sur le pied, puis tu dis, pas de rouspétage, puis non. C'est moi qui décide. Ben. C'est vrai, j'aime ça. Ça va faire quelqu'un qui va se fermer la boîte tout le temps et qui ne s'exprimera pas. Oui. Ce ne sera pas affirmatif. Oui, un peu comme on disait avec la patience. Hein? Souvent, on entend, puis c'est ce que je disais dans l'introduction, « Ah, cet enfant-là, il est impatient. » ou « Ah, l'ado, il est impatient. » Oui, mais les choses ne tombent pas du ciel comme ça. Ça se développe, ça se construit avec le temps. Donc, je pense que ce que vous dites aussi, des fois, de dire, regarde, maman est pas parfaite, papa est pas parfait. On a eu des moments d'impatience, mais on est capable de s'excuser, on est capable de revenir. Tu m'as convaincu. Vas-y, je te donne le droit en voulant dire, tu sais, t'as bien fait ton travail, ton rôle, ton argumentaire est intéressant, allons-y. Et plutôt, j'aime beaucoup ça que l'idée de l'abandon, le fameux céder au caprice ou céder à l'enfant. Tout est une question d'attitude plus que de ce qu'on va faire. J'adore ça. Puis je trouve que la ligne est mince parfois. Puis ça peut avoir quand même un gros impact. Et en terminant, j'aimerais que vous me donniez, mesdames, bon, dans votre pratique, dans votre vie personnelle, vous le vivez, vous le voyez. On le dit, c'est normal, même en tant qu'adulte, parfois d'être impatient. On vit beaucoup de stress en ce moment, que ce soit la pandémie, notre travail, notre santé, notre entourage, nos enfants, peu importe. Les sources de stress sont nombreuses. Lorsqu'on sent là, qu'on arrive à la maison puis qu'on est déjà, là, notre jauge d'impatience là, est pleine. Là. Déjà, là, on se sent, là, nous-mêmes, on a de la misère à se gérer, mais bon, on est monoparental, notre chum n'est pas là, peu importe, il faut s'occuper des enfants, il faut faire la routine, il faut qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'on peut adopter peut-être comme attitude? Est-ce que peut-être de se retirer quelques instants, d'essayer de se grounder? Qu'est-ce que vous nous suggérez comme petit truc là, concret, facile, juste il faut faire un reset.
dans ton système nerveux. Trouve la façon. Va prendre une douche en arrivant de travailler avant quoi que ce soit. Plug-les sa TV s'il faut pour que tu ailles prendre ta douche puis faire le reset dans ton système nerveux. Tu reviens du travail, tu es surchargé, tu as été overstimulé. Ton système nerveux, il est à fleur de peau. Là. Il suffit d'une petite affaire pour que le presto saute. Attends pas que le presto saute. Oui. Puis moi, ce que je dirais, ça serait aussi réajuste tes attentes. Puis, tu sais, je le dis avec tout mon cœur parce que ça fait quelques mois que je suis séparée, que je suis mère monoparentale, donc je le vis de l'intérieur. Fait que moi, les journées où c'est plus difficile, où je me sens plus fragile émotionnellement, où ça a été une journée plus difficile au boulot, Steph, réajuste tes attentes. Que ce soit la complexité de ton repas, que ce soit le temps passé devant les écrans, que ce soit comment va se dérouler la routine, que ce soit, tu sais quoi? Ce soir, la barre, je la baisse parce que j'ai pas envie de me faire vivre un échec, puis j'ai pas envie d'en faire vivre un à ma fille. J'ai envie qu'on passe une soirée agréable à la hauteur de nos capacités et de mes capacités de parent, capitaine, leader de mon petit bateau familial. Ouais. Puis ça peut peut-être être un souper libre. Hein? Chez moi, des fois, justement, l'énergie est moins là. Je dis souper libre. Ils choisissent gruau et céréales. On s'entend, c'est pas compliqué. Ils sont super contents. Ça demeure quand même des aliments intéressants. Puis pourquoi pas, des fois, se coller puis se mettre une petite émission. Ouais. Hein? On le disait, émotionnellement, on a le droit d'être fragile. Puis parfois, nos enfants nous demandent des câlins, mais je pense qu'on a le droit aussi de dire, regarde, on s'assoit-tu ensemble, on se colle-tu juste pour se détendre puis y aller doucement. Ouais. Puis j'ai comme l'impression, je sais pas ce que, en terminant, mais de leur montrer notre fragilité, de leur montrer qu'on a le droit d'être impatient, on a le droit d'avoir de la peine, sans, je dis pas là, l'enfant, notre meilleur ami, puis de compter tous nos problèmes, non, là, je voudrais pas lui donner cette charge-là, mais juste de s'ouvrir un peu, de montrer un peu qu'on peut être vulnérable. Je pense que ça peut être de beaux exemples, puis ça peut venir les valider aussi dans leurs émotions. Oui, puis ça leur donne aussi un modèle, des attentes réalistes aussi de c'est quoi un adulte. Un adulte, c'est pas parfait, c'est pas un adulte, c'est vulnérable. Un adulte, ça doute. Un adulte, ça vit toute la gamme d'émotions. Et c'est ça aussi que tu vas devenir, puis c'est parfait, tu vas être aimable dans tout ça aussi. T'sais. En autant qu'on envoie le message en même temps de « mais c'est correct, je m'occupe de toi quand même ». Ah oui. Oh oui, je suis fatiguée, là, mais je m'occupe de toi quand même. Je suis encore là pour m'occuper de toi. C'est très insécurisant, un parent vulnérable. Parce que si elle est vulnérable, qui s'occupe de moi? Fait que tu as le droit d'être vulnérable parce que tu es une humaine, mais envoie quand même le message sécurisant de « correct, mon amour, on va quand même faire ce qui est prévu ce soir, je m'occupe de toi. » Oui. Okay? Je suis juste un peu fatiguée, demain matin, ça va aller mieux. OK? Super important ça, comme numéro. Pas oublier de quand même d'inscrire le cadre, puis d'être là, puis montrer qu'on est là, effectivement. Parce que parfois... C'est notre responsabilité. Oui, puis on s'en rend peut-être pas compte, mais nos propos peuvent être grandement insécurisants pour l'enfant. Merci beaucoup, mesdames. Encore une fois, c'était un plaisir. Aujourd'hui, dans le segment Coup de cœur, je retrouve Erika, fondatrice de la boutique en ligne Vers Imaginaire. Bonjour, Erika. Bonjour, Maggie. Aujourd'hui, s'il vous plaît, aide-nous. As-tu des idées, des trucs, des petits produits pour nous aider à faire patienter nos enfants, par exemple, en fin de journée, lorsqu'on revient à la maison après une journée de travail, de garderie, au lieu d'ouvrir la télé ou d'offrir la tablette, qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre à nos enfants? Oui, je comprends parfaitement ton besoin. C'est une période qui peut vite ressembler à un petit chaos quand on essaie de préparer le repas. Puis je pense que c'est vrai que la solution facile peut rapidement devenir les écrans. Mon premier conseil ne serait pas nécessairement un jouet en particulier, mais avant tout, il faut se questionner sur parfois l'offre que l'on met à la disposition des enfants. Fait que juste de réduire la quantité de jouets, de jeux qu'ils ont à leur disposition va faire en sorte qu'ils vont être beaucoup plus créatifs, qu'ils vont être portés à se diriger eux-mêmes vers un jouet en particulier. Un enfant à qui on en présente trop à la fois va avoir la difficulté à faire un choix, à se centrer, à se déposer dans une activité. Fait que ça, je pense, dans nos environnements, ça peut être le fun de revoir ça. On en range un petit peu, puis on en sort à chaque semaine
ou même J'aime justement, ça. oui, Ça ramène, je trouve, l'aspect nouveau, hein, parce que lorsqu'ils ont, on dirait, un bac à jouets débordant, rarement ils se rendent au fond. Au final, ils jouent toujours avec les mêmes jouets. Mais là, le fait d'en serrer et d'en ramener, ils ont l'impression qu'on vient d'en acheter de nouveau et ça nous permet de prolonger leur utilisation. C'est exactement ça. Fait qu'on fait une rotation, ce qu'on appelle la rotation comme parents. L'heure du souper, souvent, moi, ce que j'aime, c'est les casse-têtes. J'ai des passionnés de casse-têtes à la maison, mais il y a tellement de choses qu'on peut développer avec un casse-tête, hein, le raisonnement, mais à la fois le calme, la patience. Donc, casse-tête, on sort un casse-tête que l'enfant n'a pas fait depuis un certain temps, une très belle idée. Et puis, tout ce que l'enfant va devoir utiliser, sa motricité fine, sa dextérité. On va dire aussi la coordination œil-main pour exécuter sa tâche. Ce sont souvent des genres d'activités qui vont justement appeler au calme et à la patience. Donc, que ce soit parfois des petits animaux en bois, là, des jeux à empiler. Alors, des petits animaux en bois à empiler là, pour que ça tienne en équilibre. Que ce soit, j'ai un autre exemple ici, l'usage de la pince est toujours très, très intéressant. Donc, une petite pince comme ça avec laquelle l'enfant pourrait classer dans des petits bols, des petits pompons de couleur, tout simple comme ça. Mais alors encore là, on va aller exactement favoriser la coordination humaine, la dextérité. Fait que c'est des activités qui vont favoriser là, des temps calmes. Oui, donc des trucs simples avec de petits objets. On pourrait justement inviter peut-être notre enfant à venir s'asseoir à l'îlot, par exemple, être près de nous lorsqu'on cuisine et discuter de notre journée tout en faisant que ce soit casse-tête ou des petites activités comme ça. C'est pas long, il n'y a pas de pression, donc ça l'amène aussi, je pense, dans le plaisir et ça favorise encore une fois la connexion avec notre enfant en fin de journée parce qu'il faut pas oublier hein, qu'on a passé plusieurs heures séparées de lui quand même. Totalement. Puis ce sont des belles occasions, comme tu dis, quand chacun est affairé à ses petites tâches, mais calmement, de stimuler le langage de notre enfant là, en même temps. Donc, vraiment des moments très, très précieux quand on essaie de justement de ne pas se mettre de pression, là, parce que souvent, ça devient la petite période anxiogène de la journée où on veut que le repas soit sur la table, puis tout le monde a sa fatigue dans le corps aussi un peu. Fait que ça devient des beaux moments d'échange si on planifie un petit peu mieux de sortir les bonnes activités pour ces moments-là. Oui, j'aime beaucoup l'idée peut-être, lorsqu'on planifie nos repas, de peut-être planifier justement, je pourrais sortir tel jouet, simplement se donner des idées. Donc, comme ça, lorsque l'enfant va arriver de la garderie, par exemple, puis qu'il va nous dire, c'est plate ou je ne sais pas quoi faire, bien, nous aurons déjà une suggestion pour lui. Viens avec maman pendant que je fais autre chose. Viens t'affairer toi aussi à ta tâche. Donc, je pense que c'est une excellente idée et ça va nous enlever, comme tu dis, un petit peu de pression dans cette période, disons, charnière de la journée. Exactement. Exactement. Puis l'aspect nouveauté sur lequel tu as insisté tout à l'heure, je pense que c'est bien important qu'on comprenne l'aspect nouveauté pour notre enfant. Ça ne veut pas dire de lui procurer un nouveau jouet chaque semaine, là. Mais c'est vraiment comme parents, on exerce le contrôle d'en ranger quelques-uns pendant quelques semaines, puis de lui ressortir la nouveauté. L'effet est tout aussi bénéfique pour l'enfant. Dans le fond, lui a l'impression que c'est une nouveauté. Oui, et pour nous, ça favorise aussi une consommation beaucoup plus responsable. Et justement, j'aimerais t'entendre, Erika, on le sait, vers Imaginaire, ta promesse, elle est importante. On parle, entre autres, justement, de favoriser une consommation davantage responsable, de s'intéresser à la fabrication des produits, leur provenance. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus facile en 2022 de faire une sélection de produits à ajouter à ta boutique qu'en 2017 lorsque tu as commencé? La question, en fait, j'y répondrai avec un oui et non. Ça reste un marché qui est parmi les plus gros marchés sur la planète. Le domaine du jouet, c'est un marché très, très lucratif. Et donc, il faut éplucher. Il faut se donner le devoir là, d'éplucher les catalogues de nos fournisseurs, de reparcourir le web à la recherche de nouveautés. Et ça, c'est un exercice qu'on fait constamment parce que, justement, on ne va pas adhérer juste aux nouvelles tendances du moment. On va questionner, on va approfondir un peu plus. Fait que, dans ce grand océan, ça reste un défi de tous les jours, mais c'est la promesse qu'on s'est donnée et c'est celle qu'on tient. Par contre, je dirais que oui, c'est sûr que une consommation un peu plus éco-responsable, il y a quand même
une tendance sociale, je pense, en tout cas pour les Québécois. Là, ça prend de l'ampleur un petit peu dans les foyers d'année en année. Alors, je pense que oui, les gens vont rechercher ça de plus en plus, beaucoup par l'achat local. Donc, il y a de plus en plus de petits artisans locaux qui vont nous offrir de beaux objets en bois, de beaux jouets en bois. Fait que je pense qu'il y a un retour en force du jouet en bois. Ça, j'irais jusqu'à dire ça. Là, depuis mes débuts là, jusqu'à aujourd'hui, je pense que le jouet en bois là, est beaucoup plus mis de l'avant puis recherché par les familles. Pour l'aspect plus chaleureux aussi, ça a une texture, ça a une chaleur, ça a un poids en main. Donc, je pense que pour l'éveil des tout-petits, là, les familles en sont à rechercher ça beaucoup. Là. Oui, donc il y a plus d'offres locales, ce qui est une belle opportunité, mais en même temps, j'avoue qu'au niveau de la recherche et de la validation des objets, il y a un travail important à faire de ce côté-là. Et en terminant, Erika, dans votre promesse, il y a aussi celle de redonner à la communauté. Comment est-ce que tu le fais via Vers Imaginaire? En fait, on essaie chaque année de choisir que ce soit certains organismes, des écoles, des garderies, où on va tout simplement refaire des dons, soit monétaires ou en produits, des organismes qu'on va choisir, des partenariats qu'on va choisir pour des valeurs parfois similaires, donc soit d'éducation à l'environnement. Donc, des coups de cœur à chaque année, on va se permettre de donner ici et là, des gens qui nous approchent ou des gens qu'on approche. Fait qu'il y a toujours des belles choses qui se créent d'humain à humain. Mais c'est ça. Puis avant tout, par contre, je dirais que l'aspect social, là où on veut, faire équipe avec nos clients, c'est parce qu'on pense que le poids d'une consommation plus responsable ne devrait pas être porté à lui seul par le client. Donc, on essaie de partager la responsabilité consommateurs et puis marchands, si on veut. Donc, dans nos pratiques marketing et de publicité, on va essayer d'être très cohérent avec notre mission, notre vision. Donc, pour nous, de bombarder les gens de rabais et de publicité et de promotion, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou ailleurs, on va se faire plutôt discret à ce niveau-là pour être cohérent, justement, parce qu'on tombe, c'est-à-dire qu'on sait tous qu'il y a un piège à afficher des rabais, on se procure le petit quelque chose de plus dont on n'a pas vraiment besoin. Puis pour nous, c'est pas la façon par laquelle on veut gagner là, nos clients, dans le fond. Oui, donc je trouve ça vraiment intéressant, cette vision de justement favoriser une consommation responsable, mais ne pas mettre tout le poids de la décision non plus sur le consommateur, parce que combien de fois, lorsqu'on achète, je sais pas, pour X montant, eh bien, on obtient un rabais Y. Donc là, même si on n'en a pas besoin, on se dit, je vais ajouter le petit objet parce qu'au final, le rabais est intéressant. Donc, j'aime quand même votre vision par rapport à ça. Merci, Erika, aussi pour les trucs avec nos enfants afin de favoriser la patience en fin de journée. Merci beaucoup. Merci à nos deux pétillantes psychoéducatrices, Sarah Hamel et Stéphanie Deslauriers. Merci également à Erika Deslandry de la boutique Vers Imaginaire qu'on a pu entendre dans le coup de cœur. Mon nom est Maggie Bélanger. Merci d'écouter ce balado. N'hésitez pas à partager, à commenter, à aimer afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits.